Voilà, maintenant commençons le chapitre 2, force et interaction. Le but de ce chapitre, c'est de vous expliquer et de formaliser le fait que les forces n'agissent jamais seules. Quand vous avez une force qui agit, eh bien vous avez toujours, quelque part, une force qui agit sur un autre objet, mais qui est de même intensité et de sens opposé. C'est ce qu'on appelle le principe d'action-réaction. C'est des choses que vous verrez, qu'on verra plus tard dans le cours. Un exemple tout bête. Prenez la Terre. La Terre, elle est là. Ça, c'est la Terre. Okay. Et puis nous, on est ici. Alors, quand on est sur Terre, eh bien, on ressent une force de pesanteur qui agit vers le bas. Elle agit en direction du centre de la Terre. Où que vous soyez sur la Terre, c'est pour ça que les Australiens, ou plus précisément les Nouveaux-Zélandais, qui sont aux antipodes par rapport à nous, eh bien, eux, ils ressentent une force de pesanteur qui est également dirigée vers le centre de la Terre, mais pour nous, ils ont la tête en bas, mais en fait pas du tout. Vous savez très bien que si vous allez en Australie, c'est parfaitement normal. Eh bien, en Australie, on a l'impression que le haut est ici et que le bas est là, tout comme nous, on a l'impression que le haut est là et le bas est là, parce qu'en Australie, la force de pesanteur, elle s'est dirigée aussi vers le centre de la Terre. Okay, et ça, c'est vrai où que vous soyez sur la Terre. C'est pas tout à fait vrai, parce que la Terre tourne, et donc ça introduit quelques différences. Et puis la Terre, elle n'est pas parfaitement ronde. Enfin, en gros, c'est comme ça. Mais ce que je voulais vous expliquer avec cet exemple-là, c'est que la force de pesanteur qui agit vers le bas à cause de la Terre qui se trouve au-dessous de nous, eh bien, elle a une force égale et opposée qui agit depuis le centre de la Terre vers nous. Parce que nous, quand on est attiré par la Terre, en même temps, on attire la Terre vers nous. Alors la Terre, les quelques newtons d'attraction qu'on exerce sur elle, ça lui fait ni chaud ni froid, parce qu'elle est énorme. Elle est beaucoup plus lourde que nous, donc elle ne se déplace pas vers nous, et puis de toute façon, il y a plein de gens partout autour de la Terre, et puis les effets de tous ces gens se compensent. Okay, mais vous avez toujours, quand une force s'exerce dans un sens, une autre force qui s'exerce en sens opposé dans la même direction. Okay, donc, au lieu de parler de force, on va parler d'interaction. Okay, au lieu de parler d'une force simple qui agit sur un objet, on parlera d'interaction entre deux objets qui exercent l'un par rapport à l'autre des forces de sens opposé. Alors, ces interactions, ben, on les catégorise, on essaye de les décrire. Et comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, on va distinguer ce qu'on appelle les interactions de contact et les interactions à distance. Donc là-haut, on va traiter deux interactions de contact. Et ici, on va traiter deux interactions à distance. Okay, interaction de contact, c'est quoi? Eh bien, par exemple, j'ai un mur, okay, solide, je m'appuie contre ce mur. Ok, hop là, non, j'ai fait une bêtise. Je m'appuie contre ce mur. Donc, j'ai mon bras qui est posé contre le mur et j'exerce une force contre le mur. Eh bien, cette force, je peux la modéliser par une flèche, okay, comme on verra plus tard. Eh bien, le mur, lui, va réagir par une force de même nature qui agit sur ma main, de même intensité, de sens opposé. Ça, c'est la force, on va l'appeler la force d'appui, hein, j'ai pas de nom très particulier pour ce genre de force. Et puis, la force opposée, on peut l'appeler force de soutien ou de manière plus générale, force de réaction. Le mur réagit à la force que vous exercez sur lui en exerçant sur vous une force en direction opposée. Essayez d'appuyer sur un mur, eh bien vous verrez bien que votre main, elle rencontre une force. Okay, et cette force, elle sera toujours égale à la force que vous exercez avec votre main jusqu'à ce que vous
dépassiez la résistance du mur. C'est clair que si vous appuyez extrêmement fort sur un mur, le mur va péter à un moment, et puis ce sera plus le cas. Mais tant que vous êtes dans le domaine d'utilisation du mur, c'est vrai. Autre exemple, vous avez une table, et sur cette table, vous avez un objet qui est posé. Eh bien, l'objet, alors faisons un objet ici, ok. L'objet, il exerce sur la table une force de pesanteur. La table, elle exerce sur l'objet une force de soutien qui est de même intensité de sens opposé. Et puis après, la table elle-même, elle est soumise à une force de pesanteur qui s'exerce au niveau des pieds. Donc au niveau de chaque pied, il y aura une force de pesanteur, un quart de la force de pesanteur, disons, si c'est équilibré. Et puis le sol va exercer sur chacun des pieds une force de soutien dirigée vers le haut qui va compenser la force de pesanteur. Okay. Donc toutes ces forces-là, elles existent en couple. Une force qui agit dans un sens, une force qui agit dans l'autre. Donc là, on a vu des forces de contact. Voyons maintenant les forces à distance. Il y a évidemment des forces à distance qui existent, hein, notamment celles qui façonnent l'univers, notamment la force gravitationnelle qui agit à distance. Alors la force gravitationnelle, elle agit par exemple entre la Terre et la Lune. Le schéma n'est pas à l'échelle. Okay. Qu'est-ce qui se passe? La Terre exerce une attraction sur la Lune. Donc on a une force gravitationnelle qui s'exerce sur la Lune à cause de l'attraction terrestre. Et puis c'est à cause de cette attraction-là que la Lune est satellisée autour de la Terre et qu'elle ne peut pas partir. Mais inversement, la Lune exerce une attraction gravitationnelle sur la Terre qui est de même intensité et de sens opposé. Et ça, c'est la raison des marées. Les marées sur Terre se produisent à cause de l'attraction gravitationnelle de la Lune et à cause de la dynamique du système. Et puis évidemment, la force gravitationnelle agit à des distances infinies. Son intensité diminue avec la distance, mais elle n'est jamais nulle. Okay. Et donc, si vous prenez notre galaxie, la Voie lactée, eh bien, si j'essaye de vous dessiner la Voie lactée en perspective, ça donnera... Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, hein. C'est une espèce de grande spirale plate avec un noyau. Donc, si vous la voyez de côté, notre galaxie, elle fait un peu comme ça. Et puis, si vous la voyez dessus, elle fait un peu comme ça. Puis, l'idée de ce dessin, c'était d'illustrer la galaxie vue un peu en perspective. C'est pas terrible. Eh bien, supposez que vous ayez une étoile ici. Par exemple, notre Soleil. Notre Soleil se trouve en périphérie de la galaxie, dans une zone assez tranquille. Eh bien, notre Soleil tourne autour du centre galactique, comme toutes les étoiles de la galaxie. Les galaxies sont des objets en mouvement. Dans l'espace, il n'y a pas grand-chose qui est à l'arrêt, tout bouge. Okay. Eh bien, le Soleil ressent une force de gravitation dirigée vers le centre de la galaxie, là où se trouve la majorité de la masse de la galaxie, mais cette force gravitationnelle est, disons, elle est accompagnée par une force d'intensité équivalente et de sens opposé qui agit sur le centre de la galaxie, c'est-à-dire sur l'ensemble des étoiles qui se trouvent à cet endroit-là. Alors, il y a une petite phrase ici que j'aime bien, c'est que si vous méditez un tout petit peu sur le fait que la Terre et la Lune s'attirent, ou sur le fait que les étoiles dans une galaxie sont attirées vers le centre de la galaxie, vous vous dites que c'est un phénomène quand même incroyable, ce phénomène qui fait que les masses s'attirent entre elles. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors moi je peux vous expliquer comment. Il y a eu différentes explications au cours de l'histoire des sciences. La première explication sérieuse, ça a été celle de Newton, et puis ensuite il y a eu l'explication d'Einstein, qui est beaucoup plus précise, mais aussi beaucoup plus compliquée. Mais vous dire pourquoi, ça j'en sais rien. Pourquoi les masses s'attirent?
C'est un phénomène de la nature. Et donc, quand vous ressentez la force de gravitation qui agit sur vous, vous faites en fait l'expérience d'une force tout à fait fondamentale. Cette force qui fait que toutes les particules de matière qui composent votre corps, donc essentiellement tous les protons et les neutrons qui constituent votre corps, parce que les électrons ils sont très légers, eh bien toutes ces particules-là sont attirées par toutes les particules de matière qui composent la Terre, et la Terre est attirée par le Soleil, et le Soleil est attiré par le centre de la galaxie, et puis les galaxies elles ont des interactions gravitationnelles entre elles, et tout ça structure l'univers à grande échelle. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable, la gravitation. C'est totalement incroyable. Bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on modélise ces interactions entre objets? Eh bien, pour les modéliser, on fait ce qu'on appelle des diagrammes objet-interaction. DOI, diagramme objet-interaction. Okay, et sur ces diagrammes, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va placer un objet qui nous intéresse au milieu. Alors, on vous le dit ici, l'objet étudié est placé au centre du diagramme. Les objets en interaction avec lui sont écrits autour. Alors, je suis désolé pour la monstrueuse faute d'orthographe qu'il y a ici. C'est pas moi qui ai écrit ça. Et puis ensuite, entre ces objets, on représente les interactions en respectant ces conventions. On fait des lignes pleines pour les interactions de contact et on fait des lignes traitillées pour les interactions à distance. Okay. On veut construire le diagramme objet-interaction, par exemple, pour un livre posé sur une table. Okay. Alors on se prépare un petit peu. Okay. Quels sont les objets qui vont être concernés par l'étude? Ben, évidemment, il y aura le livre, il y aura la table, mais il y aura aussi la Terre. Okay. Pourquoi est-ce qu'il y aura la Terre? Parce que s'il n'y avait pas la Terre, le livre ne resterait pas posé sur la table. Si le livre pose sur la table, c'est parce qu'il y a une force qui l'appuie contre la table, qui s'appelle la force de pesanteur, et cette force de pesanteur, elle vient de la Terre. Et puis, on se demande ensuite pour chaque paire possible, livre-table, livre-terre, table-terre, quelles interactions existent. Alors, livre-table, c'est une interaction de contact, évidemment. Livre-terre, c'est une interaction gravitationnelle à distance, parce que le livre, il n'est pas en contact avec la Terre. Okay. Et puis, table-terre, c'est une interaction à distance. On la note pas toujours, mais c'est une interaction à distance, avec la Terre de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme dessin? Eh bien, on va faire un dessin avec le livre, l'objet qui nous intéresse. Il est en interaction avec la table, il est posé sur la table, donc on va dessiner la table dessous. On a une interaction de contact entre ces deux objets. Okay. Et puis la table et la Terre, bon là j'ai mis une interaction de contact. Très franchement, si vous mettez une interaction à distance, ça me va aussi. Si la table est au 3e étage, eh bien l'interaction entre la table et la Terre, vous pouvez dire qu'elle est à distance. Si la Terre est posée dans le jardin, vous pouvez dire que c'est une interaction de contact. Je ne vais pas vous embêter pour des choses comme ça. Mais la chose qui est importante, c'est que le livre et la Terre, eux, sont dans une interaction à distance, parce que la distance, là, elle est au minimum égale à la hauteur de la table. Ok, si votre table est posée sur la Terre. Ok. On va voir un autre exemple pour un voilier. Ben, vous avez un voilier, c'est l'objet de votre étude, donc vous le mettez au centre. Ce voilier, il ressent une force de pesanteur, sinon il ne poserait pas sur l'eau. Puis s'il n'y avait pas de force de pesanteur, il n'y aurait pas de lac non plus, parce qu'il n'y aurait aucune force qui garderait l'eau dans le lac. Hein. Donc le voilier, il est en interaction avec la Terre par une interaction gravitationnelle à distance. Il est en interaction de contact avec l'eau. Alors après, vous pouvez aussi dire que l'eau est en interaction avec la Terre, bien sûr. Et puis, l'air est en interaction de contact avec le voilier, parce que c'est le contact du vent sur la voile qui va provoquer l'apparition de forces sur cette voile. Et ces forces vont permettre au bateau d'avancer. Maintenant, je vais vous laisser quelques minutes et puis je vais vous demander de faire ces deux exercices-là pour vous et de revenir après. Non, je ne vais pas attendre quelques minutes, mais vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez faire ces exercices-là.
Voilà, alors j'espère que vous avez fait votre exercice. Donc d'abord, il faut identifier les objets. Donc vous voulez maintenant tracer le diagramme objet interaction pour une balle de tennis pendant le jeu. Alors quels seront les objets qui vont vous intéresser? Bien, évidemment, ce sera la balle, ok. Et puis après, ce sera la raquette. Et puis après, ce sera évidemment la Terre, parce que tout ça interagit gravitationnellement. Et puis après, vous pouvez compliquer ce diagramme autant que vous voulez. Okay, évidemment que la balle est en contact avec l'air. Et c'est les effets de la balle qui sont causés par la circulation de l'air autour de la balle. Okay, après, vous pouvez me dire que la balle, elle est en interaction avec le cours quand elle tape par terre. Ok, mais on va essayer de se concentrer sur l'essentiel. Et moi, j'aimerais bien qu'on se concentre sur la balle, la raquette, la terre et l'air. La balle, c'est l'objet qu'on étudie, donc on la met au milieu. Ok, avec l'air, on va le mettre là. La balle, elle a une interaction de contact, hein, c'est vraiment le contact avec l'air, c'est la vitesse de la balle, la rotation de la balle qui vont causer des effets quand il touche l'air, c'est vraiment un effet local. La balle, elle est en interaction, excusez-moi, j'ai été un peu vite, la balle, elle est en interaction de contact avec, pardon, je suis fatigué, elle est en interaction à distance avec la Terre qui est là en bas, parce que la Terre, elle a une attraction gravitationnelle sur la balle, hein, c'est pour ça que la balle retombe régulièrement. Ok, et puis ensuite, on a la raquette. Eh bien, la raquette, je pense qu'il est assez évident que la raquette a une interaction de contact avec la balle. Hein. Et puis après, vous pouvez toujours complexifier ce genre de diagramme, mais le but, c'est pas d'en faire des diagrammes très compliqués. Évidemment que la raquette est en interaction gravitationnelle avec la Terre, évidemment que l'air est en attraction gravitationnelle avec la Terre, parce que s'il n'y avait pas de gravitation, l'air ne tiendrait pas sur Terre. Voilà, mais faites pas des diagrammes hyper compliqués pour ce genre de choses. Deuxième exemple, pour un chariot de supermarché poussé par Marcel. Alors Marcel est allé faire ses courses, et puis il a pris un chariot de supermarché, voilà, et puis donc Marcel, il est là, et puis il se promène dans le supermarché, et puis il choisit ses yogourts. Ok. Alors, vous voyez, je me suis fait emporter. Ce que j'ai fait là, c'est pas un diagramme objet-interaction. Je me suis fait emporter, j'ai dessiné Marcel. Le diagramme objet-interaction, c'est pas ça. Hein, je vais pas refaire la vidéo pour ça, parce que j'en ai marre de couper des séances et de refaire. Donc on va effacer ça, et comme ça, je vais pouvoir vous dire clairement qu'un diagramme objet-interaction, c'est pas un dessin figuratif, mais c'est bien un diagramme avec des règles précises. C'est un diagramme qui n'est pas figuratif. Okay, donc, un chariot de supermarché poussé par Marcel. Alors, imaginons que notre objet d'étude, c'est le chariot. Le chariot, hein, il est en interaction à distance avec la Terre par gravitation. Okay, et puis le chariot, il est en interaction de contact, donc je fais un trait plein, avec Marcel, ok. Et puis Marcel, il est aussi en interaction à distance avec la Terre parce qu'il est attiré par la Terre gravitationnellement. Mais c'est pourquoi est-ce qu'on fait ces diagrammes? C'est parce que les couples de forces qui apparaissent dans ces diagrammes, ce sont justement des interactions. Okay, regardons ce diagramme. Entre la raquette et la balle, il y a une interaction de contact. Hein, quand la raquette frappe la balle, et donc il y a des forces, il y a une force qui agit sur la balle, mais il y a aussi une force qui agit de la balle sur la raquette. Okay, et puis entre la balle et l'air, ben, il y a aussi deux forces, il y a une interaction. Okay, la balle, elle pousse l'air autour d'elle pour avancer, mais l'air, il a un effet sur la balle. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué à modéliser, ce genre de choses, parce que les effets aérodynamiques, c'est des choses très très compliquées.
Ok, donc on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Et puis l'air et la terre, bah, il y a une interaction gravitationnelle entre l'air et la terre. L'air attire la terre, et la terre attire l'air. Il y a une interaction gravitationnelle entre la balle et la balle attire la terre et la terre attire la balle. Et puis il y a une interaction gravitationnelle entre la raquette et la raquette attire la terre attire la raquette. Et ici c'est la même chose. Le chariot il est attiré par la terre et il attire la terre en même temps gravitationnellement. Marcel, il est attiré par la Terre et il attire la Terre. Et puis, Marcel et le chariot, ils ont une interaction de contact. Marcel pousse le chariot il retient un peu.